Donc le propos liminaire de cette table ronde qui s'intitule « Les sources de la création sont-elles au centre ou à la périphérie ?» Et on a vu d'ailleurs ce matin qu'on avait déjà un peu répondu à la question, elles sont partout. Mais on va voir cet après-midi si on confirme cette appréciation générale. Comment nous l'avions présenté, proposé. Donc ce que nous disions, c'est que la connaissance et l'innovation sont devenues cruciales aujourd'hui. Ça a été évoqué, je n'insiste pas. Et donc, dans quelle mesure les innovations participent-elles à la créativité des territoires? Ces éléments sont-ils uniquement polarisés au centre des métropoles? C'était une question de principe pour lancer le débat, vous avez compris. Et sont-elles uniquement dans les pays anciennement industrialisés? Question qui n'est pas neutre suite des interventions qui ont été faites tout à l'heure par nos collègues algériens. Donc pour cela, il est effectivement important de savoir de quoi on parle quand on emploie le terme de créativité territoriale. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans l'ordre des choses, après que les grands témoins se soient exprimés, je donnerai la parole à Madame Lazeri qui a travaillé sur cette interrogation-là. Et donc on verra par exemple que se posera la question de savoir la façon dont la créativité naît ou se manifeste au carrefour de multiples dynamiques individuelles, collectives, sociales, territoriales, psychologiques, théoriques, etc. Je n'anticipe pas sur vos propos, madame, même si j'en ai noté un peu plus que cela. Les travaux que M. Lely et Mme Mansour nous présenteront montrent également l'importance d'un lieu physique, une question que j'avais posée de façon faussement ingénue en fin de matinée. Faut-il un lieu physique, une centralité ? Sauf que ce matin, pour Mme Vincenti, la question n'avait pas tout à fait le même aspect. Que ce soit pour créer ou maintenir des liens de sociabilité ou pour s'approprier l'espace, pour mettre le territoire en scène, ce que Mme Mansour, à mon avis, démontrerait, et ce que vous appelez d'ailleurs la mise en espace de notre héritage. La question peut aussi se poser, comme le souligne M. Lely, de savoir si le territoire s'exprime dans un lieu ou dans l'espace vécu. Donc, deux dimensions distinctes, d'ailleurs, deux approches distinctes de cette question-là. Je crois, monsieur, que vos travaux font aussi écho au questionnement qui avait conduit à vous proposer le thème, à vous tous, le thème travail et territoire, à savoir quel est l'impact de la transition numérique et la volonté des territoires d'y apporter des réponses qui leur soient spécifiques et adaptées. C'était l'introduction de la table ronde numéro 2 tout à l'heure. Mais comme tout est dans tout et inversement, on est amené quelquefois à revisiter les concepts que l'on a déjà évoqués. Et je constate aussi qu'à la lecture des différentes contributions, vous semblez les uns et les autres converger vers une vision globale de tout projet territorial, ce que Mme Mansour, je vous cite encore, explicite comme devant être considéré dans le cadre de variables politiques, économiques, sociales et culturelles. Ce type d'action ne peut créer de valeur à long terme que s'il existe une stratégie holistique visant à utiliser toutes les variables pouvant avoir un impact sur l'expérience. Cela nous conduit inévitablement aux deux questions de la gouvernance et de la formation des élus, comme vous le soulignez d'ailleurs dans votre conclusion. Et donc, puisqu'on parle d'élus, on parle aussi de collectivités territoriales de façon plus large. Et donc, Monsieur Moreau, je vais vous proposer de lancer cette table ronde de façon plus opérationnelle que je n'ai pu le faire dans cette introduction. Bien, je vais essayer de vous donner quelques éléments, quelques pistes. Simplement, ce que j'ai entendu au cours de la matinée était quand même très intéressant et c'est beaucoup plus facile d'intervenir au regard de ce que vous avez pu déjà indiquer. C'est vrai, les questions d'identité, je n'y reviens pas, ont bien été évoquées ce matin, les questions de territoire également, et puis la notion de culture. Et c'est vrai que je ne veux pas aborder directement les aspects de créativité et de culture, puisque ça va être exposé tout à l'heure. Je préfère en dire un petit mot après, puisque j'ai eu le temps de lire les contributions de chacun. Ça va être un peu plus intéressant. Ce que je veux dire simplement, malgré tout, c'est qu'on a beaucoup parlé de culture aujourd'hui. Et que la culture, c'est la mémoire des territoires. La culture, ça fédère. La culture, ça développe l'identité. C'est une ressource déterminante pour l'attractivité des territoires, bien évidemment. Mais moi, là, je vais intervenir un peu comme ancien dirigeant territorial. J'étais pendant des années directeur général de grandes collectivités, d'intercommunautés. J'ai notamment occupé d'une collectivité, je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, mais d'une collectivité importante qui était Marne-la-Vallée, où je me suis occupé d'un très grand projet qui est le projet d'Euro Disney. Donc en termes d'aménagement du territoire, ça a beaucoup d'incidences.
Le dernier poste que j'ai occupé, c'était directeur général Ouest-Provence, donc d'intercommunalité, avec un fort potentiel de développement économique. Et puis j'ai travaillé aussi en cabinet ministériel, j'étais le conseiller technique de Jean-Pierre Chevènement, et j'ai travaillé aussi avec Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée nationale. Donc le niveau des élus par rapport à ce qu'on va évoquer, je connais un petit peu. Et là, donc j'ai travaillé à leur côté. Alors moi, ce que je veux dire dans ce qui a déjà été évoqué, qui me paraît important au regard de l'expérience que j'ai pu avoir et vous faire partager, et puis c'est mon expérience aujourd'hui d'expertise européenne sur les collectivités territoriales, puisque je travaille sur l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe de l'Est. Je crois que les problématiques territoriales qui se présentent aujourd'hui, qui ont déjà été évoquées, et qui seront sans doute évoquées demain, malheureusement, je ne peux être avec vous parce que je dois partir à Berlin demain matin, il y a des choses qui me semblent essentielles. Il y a la question de la mobilité. Quand on parle de la mobilité, ce n'est pas seulement la question de la mobilité des transports, bien sûr c'est important, mais aussi c'est la mobilité dans ce que peuvent faire les personnes qui travaillent et qui doivent changer. Donc c'est lié bien sûr à la problématique du transport, mais c'est aussi une mobilité professionnelle. C'est un élément qui est important et déterminant dans les collectivités et dans leur organisation. L'accès au numérique, ça a été évoqué tout à l'heure, et je pense que la personne qui l'évoquait tout à l'heure connaît bien le sujet, notamment en Algérie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique a son importance, y compris dans notre pays, notamment dans les zones qui sont éloignées. Le numérique va vite, et comme il va très vite et qu'il n'est pas accessible partout, ça pose quelques difficultés, on en voit en ce moment, et un des événements d'aujourd'hui sont aussi, parmi d'autres, un des éléments qui compte beaucoup dans cette affaire. La qualité, aussi, dans ce que j'ai pu concevoir dans mes collectivités, c'est la qualité des infrastructures, quelles que soient les infrastructures qu'il peut avoir, c'est quelque chose de fondamental dans les collectivités. Et puis l'utilisation d'énergie abondante. Tout à l'heure, la personne qui était représentée EDF a parlé des questions d'énergie. Il a donné quelques anecdotes. Je sais une anecdote qui n'est pas liée directement à l'énergie, mais qui est liée à l'eau. Par exemple, je suis dans une région, en Provence, où le problème de l'eau, il n'y a pas de problème d'eau. D'ailleurs, quand vous entendez les restrictions d'eau qu'il peut y avoir en France à des moments de sécheresse, vous n'en avez jamais chez notre région. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu M. Craponne qui a fait le canal de Provence. Il y a des irrigations de différents canaux un peu partout. Il y a des roubines, ce qui fait que dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans les Alpes de Haute-Provence, il n'y a jamais de problème d'eau parce qu'il y a eu des anticipations qui sont produites. Et c'est quelque chose d'important. Et donc l'eau est un élément important. Et les énergies en général, c'est quelque chose avec lequel on est beaucoup confronté dans les collectivités. Ce que je veux attirer votre attention, c'est que si toutes les conditions ne sont pas remplies dans les besoins que peuvent avoir les usagers et dans le rôle que doivent avoir les élus dans les collectivités, ça peut poser question et poser problème. Et si effectivement ce n'est pas rempli, que le service public n'est pas suffisamment rempli, c'est un des grands débats, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, il risque d'y avoir une augmentation des fractures sociales et économiques qui traversent les territoires. Et ça, c'est un élément important, parce que les questions sociales et spatiales doivent être déclinées en permanence en réalité. La nouvelle donne territoriale qu'il y a notamment en France en ce moment, par les fusions d'intercommunalités, la création des communes nouvelles, la constitution de grandes métropoles, on en a dit un mot, sont des enjeux économiques où l'innovation et la création sont au cœur pour la réussite de ceux qui y travaillent et qui y habitent. Ça doit aussi être anticipé, ce qui se passe dans notre pays, et dans les gens qui représentent différents pays ici, je crois qu'on doit anticiper cela, par tous les pays qui sont en voie de développement en termes d'émergence, ce sont des problèmes qu'ils n'ont pas forcément, aujourd'hui ils ont d'autres questions, d'autres problèmes qui se posent, mais qui me paraissent importants dans l'expérience que j'ai pu avoir. Que de savoir que si la répartition, la rétribution ne se perpétuerait pas, on pourrait avoir des problèmes importants de fractures, d'écarts, de fossés, voire des questions de rupture. Donc il faut éviter cela et pour anticiper un certain nombre de choses. Savoir que, juste en mémoire, je ne vais pas être trop long, la France a longtemps construit son imaginaire territorial autour des campagnes, par opposition à la ville, et malgré l'urbanisation du territoire, on constate que nous sommes encore restés dans ce monde binaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les problèmes de la ruralité, le problème des services qui sont dans la ruralité, ou qui n'y sont pas, les questions des villes moyennes, des centres-bourgs par rapport au commerce, les questions de communication des réseaux qu'il peut y avoir posent une question, et c'est des éléments importants dans l'aménagement des cités aujourd'hui et des villes.
C'est ce qui explique, je donne une référence qui ne peut être contestée, mais il est constaté parfois dans le milieu universitaire, mais il y a une chose qui est intéressante. Christophe Guilluy parle de la fracture des grandes agglomérations, des villes moyennes, des banlieues, des zones rurales, ce qu'il appelle la France périphérique. C'est un indicateur intéressant, je ne dis pas que c'est une panacée, qu'il a raison sur tout, mais je vous conseille de vous y reporter, il y a des éléments qui donnent un certain nombre d'éclairages. Alors ce que je peux constater aussi, c'est que si la créativité et l'innovation ne sont pas suffisamment réparties, dans le domaine notamment de l'habitat, de la fiscalité, de la mobilité, j'en ai parlé, dans nos territoires, nos sociétés, qui sont aussi complexes. Alors, il y a un certain nombre de choses qui se produisent. Il y a des tensions qui pourraient se produire liées à l'exploitation des ressources, l'interdépendance sociale et économique qui nous lie, la diversité des espaces et des cultures qui façonnent nos vies quotidiennes, qui ont pris une ampleur inédite. Alors, toutes ces mutations rapides pourraient nous déstabiliser, ce que j'ai pu constater dans les derniers postes que j'ai pu occuper, et c'est pourquoi il faut que nous soyons vigilants et qu'on soit dans une posture où on a un effort de réinvention de nos cadres de pensée et d'action, à l'opposé des discours qui sont parfois outranciers et caricaturaux dans les collectivités par rapport au rôle des élus, par rapport au rôle des fonctionnaires, par rapport au rôle des agents publics. Il y a un élément qui me paraît important aussi, c'est de trouver les bonnes synergies entre le domaine public et le domaine privé. Je sais que ça fait débat, mais il y a un élément qui me paraît important, donc j'ai besoin. Ce qui est important dans cette affaire, c'est pas le fait que ce soit public ou privé. Ça peut avoir son importance, bien évidemment, selon les compétences qu'on exerce. Mais c'est en fait les questions de gouvernance qui se posent, les problèmes managériaux qui peuvent se poser, les questions de transversalité, d'horizontalité. C'est vrai que ce qui est vertical, on l'a déjà évoqué, peut poser question. Et puis, c'est le rapport à l'autre. Alors c'est vrai que la proximité est quelque chose d'important, parce que bien sûr il y a les élus dans les collectivités, il y a ceux qui sont chargés de mettre en œuvre, que sont les fonctionnaires et les agents publics, mais il y a aussi les usagers, citoyens, contribuables, qui ont leurs propres besoins, et ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Donc les questions de gouvernance, je vais vous en parler demain, malheureusement je ne serai pas avec vous, mais c'est un élément qui est fondamental aujourd'hui, pour qu'il y ait une bonne compréhension de tous les gens qui peuvent être concernés par les décisions qui sont prises. Mais c'est souvent les décisions de proximité dans les collectivités qui sont importantes. Ça pose le problème de la centralisation, de la déconcentration, de la décentralisation. Aujourd'hui, il y a plutôt tendance à un retour à l'État qui recentralise un certain nombre de choses, en tout cas dans notre pays, qui pose quand même un certain nombre de problèmes sur l'autonomie, le sens initiative des collectivités. Et c'est vrai que c'est un enjeu important. Je vais terminer mon propos parce que je ne vais pas être trop long, je préfère que les gens fassent leur expérience et redire un mot après. Je crois que s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut passer de l'administration des choses à la gouvernance des hommes. Ça me paraît quelque chose de très important. Ce n'est pas de moi, c'est une citation, je ne sais pas qui elle est, mais je trouve que c'est quelque chose qui représente assez bien les choses. Et que de savoir que dans ce que je vous dis, si parler et expliquer est nécessaire pour s'exprimer et pour comprendre, écouter est un art, et je me remercie de votre attention et de votre écoute. Merci, Monsieur Moreau. Je suis un tout petit peu embêté parce que dans votre dernière phrase, vous m'avez en quelque sorte volé la question qui tue, que je voulais poser demain matin, en écho d'ailleurs à un débat que j'avais tout à l'heure. C'est effectivement, pour changer le monde, ne faut-il pas d'abord changer les hommes? Ceci étant, sans faire de philosophie trop profonde, Monsieur Chéniaud, le public, le privé, le centre, la périphérie, la métropole, la ruralité, ce sont des sujets qui interpellent évidemment naturellement de tout temps la Caisse des dépôts et consignations. Donc je vais vous laisser la parole pour témoigner à votre tour sur ces questions-là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux le... C'est plus confortable. Oui, merci beaucoup de votre invitation à témoigner. Donc moi, je voulais témoigner devant vous finalement alors je suis à la Caisse des dépôts et consignations, vous l'aurez compris, où je suis expert sur les questions de développement rural, mais après avoir fait un petit parcours. Donc plutôt voilà, les territoires qui ne sont pas tout à fait les métropoles, qui sont ces territoires qui n'existent pas d'ailleurs si j'écoute certaines personnes, puisqu'on a quand même tout un discours dominant qui viserait à nous dire que nous sommes tous urbains, que plus personne n'échappe à l'influence des villes et que du coup la ruralité n'existe plus. Ce qui fait d'ailleurs qu'on est très désarmé, enfin je fais une parenthèse dans ma parenthèse, mais
quand on a cette je dirais, structure de pensée-là, on est très désarmé quand la ruralité, tout à coup, nous saute à la figure. Voilà, donc je crois qu'il est temps aussi de réinterroger ces grilles de lecture-là pour se rendre compte que la ruralité, elle existe, et c'est pas parce qu'on dit qu'elle existe qu'on l'oppose à l'urbain. Voilà, parce que moi, j'ai souvent aussi cette difficulté-là, quand je dis que je m'occupe des territoires ruraux, immédiatement, on me dit « mais il ne faut pas opposer les ruraux à l'urbain ». Oui, mais la pire des oppositions, je crois que c'est la négation de l'autre. Hein, on a des complémentarités à construire entre urbain et rural, mais pour ça, il faut déjà reconnaître que l'autre est autre, et donc les ruraux existent, ils ne sont pas tout à fait des urbains, ils n'ont pas tout à fait les mêmes modes de vie, ils n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes, ils n'ont pas tout à fait les mêmes rapports au lieu, et si on le néglige, on n'arrive pas à faire des politiques publiques efficaces, et on n'arrive pas à recoudre ces territoires qui sont quand même traversés de nombreuses fractures en ce moment. Alors, cette longue parenthèse pour vous dire que moi, la question de la créativité, donc je l'ai abordée à partir de mon parcours professionnel. Je suis pas un chercheur, je suis un praticien. Mais pour forger des outils et des techniques d'intervention dans ces territoires, j'ai été obligé aussi parfois de me poser un peu des questions de recherche. Alors la créativité, je l'ai abordée d'abord dans mes activités d'accompagnement à la création d'entreprises, puisque j'ai commencé dans ce secteur-là en aidant des créateurs, justement en accompagnant. Hein, quelqu'un disait il faut que les créateurs soient accompagnés, je ne peux qu'abonder dans ce sens-là, en accompagnant des créateurs. Il y a aussi donc des aspects de techniques de créativité. Il existe des techniques de créativité. Hein, on connaît tous le brainstorming, mais il y en a plein d'autres. La planète idéale, l'avocat de l'ange, enfin bon. C'est aussi un aspect technique, la créativité, et c'est à travers l'aide à la création d'entreprises que moi je l'ai découvert. Et puis je l'ai un peu oublié dans mon parcours professionnel, puisque je me suis plus occupé ensuite de financement des réseaux et des structures de financement de la création d'entreprises, puisque c'était une des grandes interventions de la Caisse des dépôts. Et puis cette question de la créativité, et peut-être aussi parce que j'y ai été sensibilisé dès le début de ma carrière, elle a ressurgi quand j'ai eu à m'occuper de l'accompagnement des élus ruraux sur la question de l'élaboration des stratégies territoriales de développement économique. C'est-à-dire que j'ai été dans un service de la Caisse des dépôts qui s'appelait Mairie Conseil, aujourd'hui Territoire Conseil, et avec la mission d'accompagner les élus ruraux dans l'élaboration de stratégies de développement économique. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu parler de territoires réceptacles. Immédiatement, j'ai été obligé, je dirais, de me positionner un peu autrement, puisque, justement, les territoires ruraux ne sont pas des réceptacles naturels du développement. Les réceptacles naturels du développement se concentrent plutôt dans les agglomérations, voire dans les métropoles. Et donc ça veut dire qu'on est obligé tout de suite de considérer le territoire autrement, et plutôt d'être sur un territoire qui est, je dirais, un territoire milieu, le milieu d'émergence voilà, de la création de valeur. Et j'ai été tout de suite confronté à la question de la créativité, et en particulier sur les territoires en mutation industrielle, où des élus me disaient, vous savez, ici ils me disaient, c'est un peu honteux d'ailleurs, ici on a une culture ouvrière. Voilà. Ils me disaient, vous savez, ici on a hérité de 30 ans d'industrialisation, de 30 ans de monnaie industrie lourde, on a une culture ouvrière. Et derrière ça, il voulait dire quoi? Il voulait dire qu'on a une culture de l'exécution, une culture de l'obéissance, et finalement un manque de créativité qui pouvait être un frein pour le développement de ces territoires-là. Donc moi j'accompagnais ces élus avec des démarches qui étaient elles-mêmes un peu créatives, puisque ça s'appelait des autodiagnostics participatifs. L'idée étant plutôt de transmettre des méthodes aux élus pour qu'ils se saisissent eux-mêmes des grilles d'analyse de leur territoire, qu'ils le fassent en groupe et de manière participative, et qu'ils en tirent les conclusions. Et quand on arrivait aux conclusions, bien souvent dans ces territoires, on arrivait à identifier des potentiels de développement, on va dire de la ressource territoriale. En fait, on arrivait, dans tous ces territoires qui semblaient un peu délaissés, à identifier de la ressource territoriale. Alors parfois c'est du savoir-faire, parfois c'est du paysage, parfois c'est de la culture, parfois c'est une organisation sociale, etc., etc. Mais il y a toujours une ressource territoriale. Sauf que, là où ça devient, ça c'est déjà compliqué d'arriver là, mais là où ça devient encore plus compliqué, c'est quand il faut transformer cette ressource en création de valeur, c'est-à-dire en création de valeur économique. Et là, on a besoin de la créativité. On a besoin de la créativité pour passer de la ressource à la valeur.
Et donc, ça veut dire que finalement, la créativité, c'est je dirais un moteur de l'initiative entrepreneuriale. C'est le moteur de l'initiative entrepreneuriale, et c'est cette initiative entrepreneuriale qui permet de passer de la ressource à la création de valeur économique. Alors donc, quelle capacité des territoires ruraux à être créatifs, puisque finalement, c'est là qu'on va trouver le ressort ultime, je dirais, du développement local. D'ailleurs, je fais une incise aussi dans la parenthèse. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de la question des limites du développement. C'est une question qu'on ne peut pas éviter quand même, tout le monde se pose. Mais j'ai quand même envie de souligner, mais peut-être que c'est un élément de débat, que la créativité est justement une ressource illimitée. Ou en tout cas, moi, je n'ai pas observé et je ne connais pas de limite à la créativité humaine. Donc il y a aussi, je crois, ça à mettre en perspective dans le débat, parce que ce discours sur la finitude des ressources, il est quand même assez désespérant d'une certaine manière. Ça veut dire que voilà, on est un peu sur quelque chose, tout est fini, quoi. Or, quand on réinterroge les choses sous l'angle de la créativité, on se rend compte qu'à chaque fois, on voit des ressources territoriales, et à chaque fois, avec la créativité, on voit des gens qui ont des initiatives entrepreneuriales qui leur permettent de valoriser ces ressources territoriales. Et au fond, cette ressource de créativité est illimitée. Alors, si je fais un peu le bilan, je dirais, de ce qu'il faut, en fait, pour être créatif dans un territoire. Enfin, en quoi la créativité peut-elle contribuer au développement d'un territoire? Voilà. Moi, j'ai 3 éléments. D'abord, il y a les conditions de la créativité elle-même. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un territoire soit créatif? Alors, c'est un point. Il y a un deuxième point, c'est les canaux d'irrigation du tissu économique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être créatif pour que ça crée de l'économie ou du développement. Il faut qu'il y ait des vecteurs de diffusion de cette créativité. Et puis c'est la question de la créativité aussi en tant que vecteur d'image et d'identité des territoires, qui permet aussi parfois de reconquérir une image à l'extérieur et une fierté à l'intérieur. Alors si je rentre un peu dans les 3 boîtes que je vous propose, mais très brièvement, parce que je crois que de toute façon vous aurez beaucoup d'autres choses à compléter, mais en tout cas c'est mon témoignage, moi, de praticien, par le petit bout que je pratique. Pour moi, il y a 4 conditions essentielles à la créativité dans un territoire. Et on voit qu'ils ne sont pas tous favorables aux territoires ruraux, d'ailleurs. La première condition, c'est les échanges, c'est les rencontres, c'est les fréquentations. C'est quelque part, je dirais, une espèce de multiplication des hasards. Voilà. Et quand ça se croise, quand ça bouge, quand ça se frotte, quand ça se fréquente, il naît de la créativité. Et cet élément-là, donc l'échange, c'est clairement un élément qui est plutôt favorable à l'urbain. L'urbain, par sa connexion, par ses croisements, par sa masse de population, brasse plus de gens, et donc il est quand même plus propice à multiplier les hasards de l'échange. Le deuxième élément, à mon avis, c'est des éléments d'ouverture et de tolérance. Et tolérance à la nouveauté, tolérance à la différence, tolérance à l'extravagance même. Et là, je serais tenté de dire qu'il y a quand même un certain avantage culturel à l'urbain, qui est peut-être par culture plus ouvert plus ouvert et peut-être plus tolérant. Mais je pense que les territoires ruraux ne sont pas du tout dépourvus de cette capacité d'ouverture et de tolérance. Et j'avais toujours un petit exemple historique en tête, vous savez, c'est ce fameux palais extraordinaire du facteur Cheval. Voilà, c'est aussi une espèce d'excentricité. Je ne sais pas si vous connaissez ce monument un peu étrange. C'est dans un village, un facteur qui recevait pas mal de cartes postales, enfin en tout cas qui distribuait le courrier et recevait des cartes postales de pays lointains, a eu envie, en s'inspirant de toutes ces architectures, d'ailleurs, qui sont autour de nous pour partie, de créer son propre palais, et donc il est parti dans un truc complètement excentrique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait des millions de visiteurs, et on m'a même dit que dans les tours opérateurs des Chinois en France, c'était le 3e monument qu'ils mettaient sur la liste des visites après le Mont-Saint-Michel et Notre-Dame de Paris. Bon, donc un élément d'excentricité qui peut être tout à fait toléré aussi dans les campagnes. Un autre élément, une autre condition, à mon avis, d'apparition de la créativité, c'est tout ce qui a trait autour de la contemplation et de l'émerveillement, notamment tout ce qui est autour des paysages ou du patrimoine. Mais on peut penser à la peinture. J'entendais quelqu'un parler des impressionnistes, mais on
peut penser à Monet, par exemple. Hein, voilà, on est vraiment dans cette idée de contemplation et d'émerveillement qui donne des ressorts créatifs. Et là, peut-être que les territoires de faible densité, les territoires ruraux, sont mieux placés que les autres pour fournir cet élément de créativité. Et puis, quatrième élément, à mon avis, qui est aussi une condition de la créativité, c'est la rébellion. Alors la rébellion, c'est peut-être un peu fort de le dire comme ça, mais en tout cas la capacité de réaction, la capacité de se poser contre et de sortir des cadres. Je pense à un exemple encore dans la peinture, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'école des peintres de Barbizon. C'est une école de peinture qui a été précurseur d'une certaine manière des impressionnistes. Alors c'est Millet, c'est Corot, si ça vous dit quelque chose. Et c'est localisé à Barbizon, donc en bordure de la forêt de Fontainebleau. Et en fait, ces peintres-là, ils se sont réunis là pour un certain nombre de raisons historiques, mais en particulier parce que c'était l'aboutissement de la ligne de chemin de fer, donc une innovation technique. Deuxième innovation technique, parce qu'on avait inventé le tube de peinture, qui avant n'existait pas et donc ne permettait pas de sortir facilement des ateliers de peinture. Et puis parce qu'ils avaient une volonté de rébellion contre la peinture académique qui devait nécessairement se faire en atelier, et eux avaient décidé de peindre en extérieur, et la peinture académique qui devait nécessairement effacer le coup de pinceau. On ne devait plus voir la trace du pinceau. Une belle peinture, c'est une peinture où on ne voyait pas la trace du pinceau. Et les peintres de Barbizon, eux, décident qu'on va pouvoir marquer la trace du pinceau, qui est aussi la marque de la volonté de l'artiste ou du regard de l'artiste, et qui sera complètement précurseur de ce que feront les impressionnistes ensuite, en laissant des traces de pinceau de plus en plus fortes, en allant jusqu'au pointillisme, etc. Donc cet esprit de rébellion, il est toujours, je dirais, un des moteurs de la créativité. Et je reviens à mes territoires les plus ouvriers. Quand ils étaient... le discours de ces élus, c'était aussi de dire, ben voilà, on a des gens qui sont un peu fatalistes, quoi. Voilà. Il est bien difficile de réveiller de la créativité quand on est gagné par le fatalisme. Alors je vais aller vite sur les canaux d'irrigation, mais en gros, ils sont... plutôt soit technologique, et à ce moment-là, c'est l'espoir des technopoles avec une séquence recherche et développement, dépôt de brevets et création de start-up. Et on a vu que la séquence qu'on peut imaginer comme ça, elle est souvent bien difficile à réaliser concrètement à l'échelle d'un territoire. Et puis, il y a tous les aspects non techniques de la diffusion de la créativité vers l'économie, notamment autour du design et de l'innovation sociale. Je souligne par exemple le rôle des résidences d'artistes dans les territoires. Je pense à un territoire comme le pays de la faïence de Dèvres, dans le Nord, où vous avez pour habitude de reproduire quasiment les mêmes motifs de faïence sur les assiettes depuis le XVIIIe siècle. Et ils ont fait intervenir des artistes en résidence pour travailler avec les artisans et développer des mobiliers tout à fait modernes, notamment pour les salles de bain. Et ils ont renouvelé complètement leur tissu, leur production et leur tissu économique comme ça. Donc un canal d'irrigation de la créativité dans l'économie, c'est toutes les questions autour du design. Et je vais un peu vite sur les questions d'innovation sociale. Enfin, les vecteurs d'image, il y a tout ce qui a lieu autour des festivals. On connaît tous plein de festivals dans les territoires, et c'est une source de créativité, mais qui est aussi vecteur d'image pour renouveler le regard porté sur le territoire. Et puis, il y a aussi des initiatives qui inscrivent finalement cette créativité dans des parcours, ou dans des itinéraires, ou dans des espaces. Alors, j'avais ramené le petit prospectus des Sentiers de l'Imaginaire, voilà, où donc vous avez du côté de Murol, au nord de l'Aveyron, où vous avez toute une série de sculptures contemporaines qui sont exposées en plein air autour de sentiers de randonnée. Vous trouvez quelque chose du même genre dans la Meuse. Vous avez 45 km comme ça d'œuvres contemporaines en plein air sur 6 sentiers de randonnée, un espace qui s'appelle Vent des Forêts, qui a été créé par 6 communes. Voilà, donc vous voyez, la créativité pour moi, elle est possible, elle est tout à fait présente dans les territoires ruraux. Ils ont les conditions, ils ont des canaux d'irrigation, mais c'est peut-être sans doute pas les mêmes, c'est pas le même mode de développement que dans les métropoles. Voilà, donc il faut aussi savoir, je dirais, changer de lunettes, changer d'outils, changer de pratique, pour pouvoir s'appuyer sur la créativité dans ces territoires pour générer du développement. Merci beaucoup. Merci monsieur. J'espère que vous n'avez pas trop dévoilé la question de la créativité.
Et donc, Madame Laziri, je vous donne la parole pour reprendre cette définition et le regard que l'on peut avoir de façon concrète sur cette notion. Donc c'est plutôt un exercice de recherche auquel on s'est adonné il y a quelques années, dans les mesures où nous sommes une petite équipe d'enseignants-chercheurs, en fait exactement de 10 enseignants-chercheurs complètement interdisciplinaires qui, depuis les années 2000, avons embrassé la question du développement durable. Alors chacun dans son domaine disciplinaire ou dans sa vie de citoyen s'impliquait dans ce champ-là. Moi-même, j'intervenais pas mal auprès d'élus locaux pour mettre en place des agendas 21. Et puis on se rendait compte au fil des années que le temps passait et que finalement on ne faisait pas de développement durable. Et quand on regardait un peu les agendas 21, qu'on les mettait bout à bout, y compris sur des territoires contigus, finalement on ne faisait pas vraiment de développement durable au sens où on l'entendait. Je prends par exemple les questions de transport, en particulier dans notre région sud de PACA, où c'est un véritable problème, en particulier dans l'aire métropolitaine d'Aix-Marseille, où on n'arrive pas à en sortir. On espère que la présence de la métropole permettra de régler la chose. Mais néanmoins, on s'est rendu compte que finalement, faire du développement durable et essayer de territorialiser cette question-là était extrêmement compliqué. Donc on s'est dit, il faut changer notre regard. Il faut changer notre regard sur ce que vous disiez, sur cette représentation du développement, cette question du territoire. Et très vite est arrivée l'idée de dire il faut être créatif. À partir de là, on a créé un Living Lab, qui est un espace, je dirais, un tiers-lieu, qui vise à... Donc un Living Lab au sein de l'université, qui vise à, on va dire, rapprocher, décloisonner le milieu académique et ce milieu non académique, et on l'a baptisé T'es créatif. Donc invitant tout le monde, et en particulier nous chercheurs, à être un peu plus originaux dans notre manière de penser et aussi dans nos méthodes. Et donc on a fonctionné comme ça, et puis on continue à travailler sur le terrain. Et en même temps, donc avec cette lecture à la fois de la société française, des territoires, du monde contemporain et des défis auxquels, les défis que l'on doit relever. Et puis on se rendait compte que finalement, il fallait que tout un chacun soit créatif. Donc on a pris notre bâton de pèlerin en se disant... finalement, voyons un peu ce qui se passe en France, parce que dans un pays où les outils sont essentiellement la loi, la norme et la fiscalité, on se dit, au niveau national, on manque un peu de créativité. Dans les territoires, on fonctionne encore fortement en silo. Et il y a encore des défenses de précaré de la part des élus locaux, au sein des institutions. Il y a des problèmes d'articulation des échelles territoriales pour des raisons diverses et variées. Mais enfin, tout ça fait qu'on est un pays extrêmement cloisonné, et y compris notre université, bien évidemment. Et donc cette créativité nous est apparue comme un élément de plus en plus important à mettre sur la table. Et puis c'est un terme qui est devenu très à la mode. Dans les années, je crois que c'est l'année 2009, il y a eu l'année européenne de l'innovation, enfin de la créativité et de l'innovation. On a parlé beaucoup dans ces années-là de villes créatives, territoires créatifs. Donc on a commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait derrière tous ces mots. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était très creux, c'est-à-dire qu'on sentait bien que derrière, il y avait suscité de l'imagination, du changement dans les modes de fonctionnement, dans les modes de pensée, mais finalement, il n'y avait rien de plus. Donc on s'est dit, on est des chercheurs, essayons de penser un peu, définir cette créativité. Donc on s'est penché sur ce terme-là. Et on s'est rendu compte que finalement, la créativité est un terme relativement récent, qui date à peu près des années 30, enfin ce qu'on a repéré dans la littérature,
parce qu'on était plutôt dans une logique très, très déterministe qui laissait peu de place à la pensée, on va dire, créatrice. Et donc il faut attendre même les années 1954 pour voir naître une théorie de la créativité de la part d'un psychologue qui est Carl Rogers, qui va faire une théorie de la créativité, puis après qui va développer toute une théorie de l'innovation. Et à partir de là, il y a tout un courant de recherche qui va se développer autour de cette thématique, mais plutôt centré sur la créativité individuelle. Et donc c'est des psychologues, c'est des neurologues, ça va être des sociologues aussi qui vont s'emparer de cette question-là et qui vont déterminer aussi, identifier, je dirais, qu'est-ce qui fait, quels sont les facteurs de la créativité chez l'individu. Et là, on va retrouver les facteurs que vous avez évoqués, des facteurs à la fois cognitifs qui sont liés au savoir, la connaissance des individus, mais aussi des facteurs conatifs, c'est-à-dire liés à la personnalité des gens, ce que vous évoquez, la tolérance ou l'ouverture, je dirais la bienveillance des individus à l'égard, soit dans leur lecture des événements, soit à l'égard des autres individus. Et puis, c'est aussi des facteurs environnementaux, c'est-à-dire tout ce qui entoure l'individu, enfin son milieu, et donc cette interaction de cet individu dans son milieu. Donc il va y avoir énormément de travaux sur cette question-là, jusqu'à définir la créativité. Et donc, la créativité va être définie comme une capacité à réaliser une production nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se déploie. Et ça va être extrêmement important, surtout à partir du moment où on va essayer d'adapter cette définition au territoire. Et donc on est parti de ces travaux-là. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'après, les géographes, dans les années, aussi, c'est à peu près les années 90-2000 aussi, s'étaient emparés de cette notion de créativité. Ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment en parlant de villes créatives. Mais on va avoir donc des travaux sur les milieux innovateurs, je crois que ça a été évoqué à un moment donné, c'est les travaux du Grémy, où donc on va essayer d'identifier des éléments qui sont favorables à la créativité, l'innovation dans les territoires. Mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Du coup, on s'est dit on va essayer de conceptualiser un peu cette notion et essayer de lui donner corps. Et donc, en s'inspirant un peu de tous les travaux qui ont été réalisés, eh bien, on est arrivé à une définition de la créativité dans les territoires. Donc, qu'est-ce qui ferait un territoire créatif? Et donc, en repartant de la définition de la créativité donnée par des psychologues, on a identifié la créativité territoriale comme, alors c'est le slide qui est avant, mais enfin bon, je voulais dire comme la capacité pour un territoire à anticiper, se réinventer, trouver des solutions nouvelles et adapter aux besoins, aux spécificités, aux ressources de ce territoire. Et donc à partir de cette définition, eh bien, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas identifier des marqueurs de la créativité ? Alors, comment identifier des marqueurs de la créativité territoriale ? Et c'est là qu'en prenant notre bâton de pèlerin, on s'est rendu compte qu'en identifiant un peu des initiatives, des choses, je dirais des signaux faibles, des choses qui n'apparaissent pas dans les statistiques, mais qui néanmoins sont révélatrices d'évolution de la société, eh bien, on s'est rendu compte que sur le territoire français, contrairement à l'image que la France peut donner, d'être un peu poussive, voire passive devant certains événements, eh bien, finalement, ça bougeait partout, y compris dans les territoires ruraux, dans l'urbain, mais aussi dans le rural, avec des initiatives portées par des individus, des associations, des chefs d'entreprise, des maires, des techniciens de collectivités territoriales, donc manifestant la volonté d'apporter des solutions à des problématiques. Alors, si je voulais des exemples concrets, on a un exemple qui a fait tache d'huile un peu partout en France. C'est une technicienne dans une mairie, qui est la mairie de Caumont-sur-Durance, en l'occurrence pas loin d'Avignon,
et qui a eu l'idée de créer une mutuelle de village. Au constat que dans sa commune, il y avait énormément d'individus qui ne pouvaient pas avoir de mutuelle, tout simplement parce que les gens, c'était beaucoup d'agriculteurs et les gens n'avaient pas suffisamment d'argent pour investir dans une mutuelle. Donc cette personne finalement a sensibilisé le maire et donc le maire a dit banco, on va regarder un peu la population sur notre territoire qui n'a pas de mutuelle. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même, je crois que c'était pratiquement 30% de la population donc qui n'était pas assurée. Donc ils ont proposé à la population en leur disant finalement si on vous proposait une mutuelle, jusqu'à quel coût vous accepteriez pour investir. Donc ils ont défini comme ça un prix moyen que les gens étaient prêts à accepter. Et la mairie a contacté diverses mutuelles et en disant voilà, moi j'ai tant d'individus sur ma commune, simplement les gens ne peuvent pas aller au-delà du prix que vous donnez. Donc si vous avez un prix inférieur au prix, je dirais, du marché, eh bien peut-être qu'on pourra adhérer à votre mutuelle. Et finalement, il y a eu plusieurs mutuelles qui s'étaient présentées, puis il y en a une qui a été sélectionnée. Et aujourd'hui, tout le village est couvert par une mutuelle. Alors ça, c'est un petit exemple, mais comme ça, ça fourmille de tous les côtés. Et donc, y compris des solutions énergétiques. Et donc finalement, on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas révéler ce genre de choses. Donc, finalement, on a commencé à identifier ces initiatives, à les rendre visibles. Donc, actuellement, on a développé un mur d'images qui communique sur ces initiatives. Et puis, à partir de là, on est allé à la rencontre où on a fait venir chez nous, dans notre université, dans le cadre de nos ateliers de la créativité de ce fameux Living Lab, eh bien, on a fait venir donc des porteurs d'initiatives, entre autres les Sentiers de l'Imaginaire, qui est la communauté de communes de Carladez. Et donc la technicienne qui avait imaginé ces sentiers avec la population, donc elle est venue nous présenter ça avec un petit film, etc. Et puis avec donc tous ces gens que nous avons rencontrés, on a commencé à essayer de nourrir cette notion de créativité territoriale en leur disant voilà, nous on voudrait aller plus loin que cette définition qui est un peu large. Et donc est-ce qu'on ne pourrait pas identifier des éléments qui permettraient de donner corps à cette notion? Et on a à peu près recueilli, je crois, une cinquantaine de porteurs d'initiatives avec lesquels, au fur et à mesure, on avançait dans nos marqueurs, on les confrontait à ces expériences, et puis avec eux, on avançait. Donc ça a été un gros travail de fourmi. Là-dessus, on appartient, vous connaissez peut-être la plateforme Créativité et Territoire de Poitiers. Et donc, on a travaillé aussi avec eux. Donc, on a monté une journée de recherche annuelle sur la créativité territoriale. Au fur et à mesure qu'on avait bien avancé, on exposait devant un parterre. Donc, il y avait à la fois des chefs d'entreprise, pareil, des associations, enfin, des artistes. Enfin, on exposait un peu nos résultats. Et puis, comme ça, au fur et à mesure, on a avancé. Donc, il y a une espèce d'aller-retour, ce qu'on appelle un peu, dans le milieu de la recherche, la méthode abductive, d'aller-retour entre la théorie et la pratique. Et donc on est arrivé à identifier donc, cette notion de la créativité autour de 3 grandes dimensions. C'est-à-dire que, donc après les mots, ils sont peut-être à reprendre, hein, c'est les mots que nous avons donnés. Donc il y a une émergence, un surgissement, un jaillissement, qui est donc une idée, une intuition qui est portée par n'importe quel individu. Ça peut être une institution, ça peut être vraiment un particulier. Puis ensuite, il faut un processus, on va dire, créatif de projet. Donc, un processus créateur, c'est-à-dire qui amène à réaliser quelque chose. Puis à partir du moment où on est sur un territoire, et ben, qu'on veut passer, on va dire, de l'initiative donc à une échelle plus large, eh bien, donc comment généraliser donc au territoire. Et donc cela nous a amené, alors il faut avancer, donc à identifier
Voilà, donc à identifier ces marqueurs, et puis on va passer au tableau suivant, parce que, puisqu'il faut aller vite, et alors là, voilà. Donc, alors ça c'est imbuvable, hein, j'en conviens. On est arrivé donc à identifier cette créativité comme étant au cœur de 3 grandes dimensions, dans ce que j'évoquais, donc ce jaillissement, ensuite tout un processus créateur, et puis donc un déploiement au territoire. Et donc on a identifié des marqueurs à chaque, on va dire, dans ces grandes dimensions. Et donc à partir de là, on voit toute la complexité de la chose, mais en même temps, aujourd'hui, c'est un outil qu'on a transformé en grille, on va dire, de lecture et d'évaluation d'initiatives, qui nous permet de mettre derrière soit des statistiques, soit des éléments d'appréciation qualitative, mais qui vont nous permettre de dire, ah ben voilà, cette expérience, elle est porteuse de renouvellement, elle est porteuse de bouillonnement, voire même de réelle innovation, qu'elle soit technologique, procédurale, organisationnelle. Et donc, à partir de là, eh bien, comment, moi, collectivité territoriale, maire, institution, voire État, dans les territoires, eh bien, je peux contribuer à favoriser l'émergence d'initiatives. Comment est-ce que je peux favoriser un processus un peu créatif de projet en travaillant sur ce qu'on peut appeler la boîte à outils, c'est-à-dire sur l'aspect à la fois fiscalité, sur les aspects de gouvernance, sur l'aspect juridique, etc. Est-ce que, et puis après, comment aussi, moi, élu local, par exemple, je peux contribuer à ce qu'une initiative elle fasse tache d'huile, c'est-à-dire qu'on la reproduise ou je contribue à son essaimage. Et donc ça veut dire aussi eh bien, se mettre en capacité d'évaluer cette initiative, donc développer un certain nombre d'outils, et puis la rendre visible, parce que ça c'est un élément qui paraît absolument fondamental, la rendre visible, l'accompagner par des méthodes d'animation, pas forcément par du soutien financier, parce que parfois, quand c'est des entreprises, elles n'ont pas forcément besoin elles ont leur modèle économique, elles n'ont pas forcément besoin de soutien financier, mais par contre, elles ont besoin d'un environnement qui est porteur, qui est rassurant. Et donc, comment est-ce que je peux travailler tous ces éléments? Et du coup, voilà, c'est l'intérêt de cette grille, c'est-à-dire que, bon, tous ces éléments que vous voyez qui sont en bout de nervure, en fait, c'est des éléments qu'on a construits au fur et à mesure avec des initiatives et qui ne sont jamais finalisés et qui peuvent changer en fonction des initiatives. Donc là, c'est... Bon, j'ai pris le cas d'initiative quelconque, mais donc ces éléments-là, on peut les retravailler. Par contre, tout ce qui est, on va dire, ces éléments intermédiaires qui sont ces fameux... on va dire ces 12 éléments qui marquent réellement, qui sont les composantes de la créativité territoriale. Pour le moment, en l'état actuel de nos connaissances, ils sont figés. Alors ça ne veut pas dire que dans 3-4 ans, il ne faudra pas les faire évoluer, mais pour le moment, dans tout ce qu'on a recueilli comme matériaux, c'est les éléments auxquels on est arrivé. Et quand on essaie d'appliquer ça sur le terrain avec des initiatives, soit sur des projets de territoire, ou soit sur des initiatives plus individuelles, on se rend compte qu'on arrive à alimenter cette grille et à apprécier de façon qualitative, on va dire, le caractère un peu novateur, original et porteur de changement d'une initiative sur un territoire ou d'une action territoriale. Par exemple, on a un projet aujourd'hui qu'on est en train d'analyser, qui est un projet porté par un maire qui a décidé de transformer une zone qui était en cours de résidentialisation, de la figer, donc il a mouillé vraiment sa chemise, de la figer pour préserver les terres agricoles. Donc je vous dis pas un peu les problèmes qu'il a, mais néanmoins à partir de là, il y a tout un projet donc de revitalisation de cet espace, qui est donc je répète, qui était en cours de résidentialisation. Et donc il y a l'INRA qui est en train de venir, donc il y a un travail sur la permaculture, sur la recherche biologique. Il y a des agriculteurs bio qui sont en train de s'installer. Voilà, il y a un travail avec les écoles, la restauration collective, etc. Donc voilà, ça fait partie et c'est devenu son projet de territoire qui est en train d'irriguer l'ensemble de sa commune. Et donc voilà, on l'a passé à la moulinette de notre grille.
Et ça lui a permis d'aller vers certains points, et en particulier d'associer sa population à toutes les étapes de construction de son projet. Merci madame. Désolé d'avoir... Oui, bien sûr. Ça a deux bonnes raisons de se faire, c'est justifié et ça réchauffe. Alors on va continuer rapidement du coup, et surtout parce que effectivement tout cela est très intéressant, mais le temps tourne quand même. Donc Monsieur Lély, un éclairage opérationnel concret sur cette question d'innovation locale dans un territoire, encore une fois rural. Donc c'est tout à fait intéressant, comme je disais ce matin, de voir que la majorité des exemples finalement qui sont à portée de notre connaissance viennent du monde que certains pourraient appeler ancien et qui ne l'est pas, comme M. Chéniaud nous l'a rappelé tout à l'heure. Merci. Avant qu'on se frigorifie complètement, je vais essayer de reprendre un peu le papier que vous avez peut-être pu lire, et puis d'y apporter quelques éléments, notamment sur les aspects conceptuels du travail qui a été mené avec ce territoire rural. Une commune au départ, Saint-Éloi-les-Mines, au nord du département du Puy-de-Dôme, donc tout à l'ouest, au nord-ouest de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Un territoire anciennement charbonnier. Les mines déclinent dans les années 1970, ferment définitivement et laissent leur cortège de friches industrielles, de cavités qui s'effondrent, de chômage, de déclin industriel entraînant une paupérisation assez importante de la population. Et depuis le milieu des années 80, une politique de l'État visant à reconvertir ce territoire-là en lui inventant un nouveau récit, une nouvelle trajectoire. Nous intervenons dans ce territoire-là sous une sollicitation. Donc quand je dis nous, c'est l'équipe de recherche que je représente. Je suis chercheur à l'UMR Territoire de Clermont-Ferrand. Et donc nous intervenons sollicités par non pas le territoire en lui-même, mais par le département, le conseil départemental du Puy-de-Dôme, et plus précisément par la direction de la culture du département du Puy-de-Dôme, qui a depuis 2 ans maintenant une nouvelle prérogative dans ses politiques publiques, c'est d'accompagner par la culture les politiques du social du département. Et donc, comment ce service-là construit une stratégie pour argumenter le fait que le département a une légitimité à accompagner une politique sociale et à incrémenter par des politiques culturelles, par des initiatives culturelles, une politique sociale. Donc le territoire en question, Saint-Éloi-les-Mines, est concerné par quelque chose que vous connaissez sans doute, qui est l'implantation d'une maison de service au public, qui est un dispositif public porté par l'État visant à rendre des services publics différenciés en un lieu sur un territoire rural qui en a été progressivement dépourvu. Alors, services sociaux, services à l'emploi, tout un tas de services que des territoires ruraux ont vu perdre avec la désertification, avec l'exode rural pendant de très nombreuses années. Cette maison de service au public doit donc arriver à Saint-Éloi-les-Mines en 2021, et le département avait, via le service culture, une mission de réflexion sur la préfiguration de ce nouveau bâtiment. Finalement, comment on pouvait inventer des usages qui ne soient pas strictement des usages sociaux. Et le parti pris du département dans ce projet-là, c'est de dire, peut-on créer une maison de service au public qui ne soit pas un élément supplémentaire de la stigmatisation du territoire et de ses difficultés sociales? Peut-on faire une maison de service au public qui déstigmatise ce territoire-là? Et pour le déstigmatiser, il faut sans doute inventer d'autres usages à ce lieu. Donc le conseil départemental sollicite 3 types de postures créatives. La première, c'est une compagnie de théâtre
pour faire des résidences théâtrales sur le territoire. Et donc des artistes d'une compagnie vont participer pendant plusieurs semaines à de véritables pièces de théâtre improvisées, un travail d'animation théâtrale dans la rue, une restitution de ce que les artistes ont glané d'une certaine parole locale prise sur le vif dans leurs travaux. Deuxième posture professionnelle, c'est des designers de services. Et donc un bureau d'études qui avait pour vocation de réfléchir aux nouveaux usages de cette maison de service au public, notamment avec une méthodologie visant à faire un plan des usages permettant ensuite à la maîtrise d'ouvrage du conseil départemental de savoir rédiger un cahier des charges pour construire un bâtiment qui réponde mieux à ces nouveaux usages. Et la troisième posture convoquée, c'est la recherche. Et l'idée étant de demander à des chercheurs, essentiellement des géographes, de porter un regard sur finalement la territorialisation de cet équipement dans la commune, mais aussi dans le territoire intercommunal naissant, puisque la démarche démarre début 2017, au moment de la fusion des nouvelles intercommunalités, et donc progressivement, le jeu de l'intercommunalité va aussi apparaître dans ce projet-là. Alors, je vais juste vous raconter finalement la contribution que nous, en tant que chercheurs, nous avons eue à ce projet-là, et puis peut-être essayer de vous dire les quelques pistes et les quelques contributions que ça nous a suscité justement sur cette idée de la construction, de l'hybridation des politiques publiques sur un territoire rural. Un élément que je n'ai pas mis dans mon papier, pour travailler la question de la territorialisation des politiques publiques, j'utilise trois apports conceptuels qui nous permettent de travailler ces questions territoriales. La première, c'est ce que Jean-Pierre Boutinet, un psychosociologue, appelle la psychologie des conduites à projet. Je ne sais pas si vous connaissez ces ouvrages de Jean-Pierre Boutinet. Il ne parle pas de territoire, il parle de projet de territoire. Il n'y a pas territoire sans projet. Et ce qu'il dit, c'est le projet de territoire doit s'articuler autour de 4 axes. Le premier axe, c'est considérer le territoire à travers ses axes biologiques. Les axes biologiques, c'est une capacité finalement à analyser le territoire à travers des flux de matière, des flux physiques, des flux végétaux. Il renvoie beaucoup derrière ça à ce qu'Alberto Magnaghi met en avant à travers la biorégion urbaine. Le deuxième axe, c'est l'axe pragmatique du projet de territoire. Il faut rationaliser, il faut réguler, il faut programmer un certain nombre d'actions. C'est assez classique aussi. Il y a tout un tas de théories du projet de territoire qui existent derrière cet axe-là. Il parle aussi d'un axe lié à l'existentialisme et en gros, finalement, comment, derrière le projet de territoire, il y a une capacité à réinventer notre rapport au monde et notre rapport à un monde dont on dit qu'il va finir puisque nous l'épuisons progressivement. Et le quatrième axe, peut-être le plus intéressant de sa grille, c'est l'axe culturel. Et il dit il n'y a pas de projet de territoire sans approche culturelle qui permette de renouveler les cadres de pensée de l'action territoriale. Donc c'est vraiment la première grille de lecture que j'utilise quand on travaille sur ces questions-là. La deuxième, c'est la question du paysage. Alors pourquoi la question du paysage ? Là aussi, pour une raison assez simple, c'est que la notion de paysage permet d'hybrider la question des regards et des représentations sur un territoire donné. Et là, je fais référence à un géographe qui s'appelle Gilles Sauter, qui a écrit il y a quelques années déjà un tout petit article qui s'appelle « Les 4 paysagismes » et dans lequel il dit finalement que tout au long de notre vie, nous avons un rapport au paysage qui évolue entre le paysage utilitaire, le paysage ordinaire, le paysage de l'hédonisme ou le paysage esthétique. Et que les valeurs qu'on convoque pour construire ce rapport au territoire sont finalement assez peu analysées, assez peu combinées, alors qu'elles sont constitutives de la construction de l'appropriation que l'on fait d'un territoire donné.
Deuxième concept. Et le dernier, pour pas parler de bien commun qu'on voit à peu près dans tous les colloques et toutes les revues actuellement, j'utilise beaucoup dans la relation que des habitants ont au territoire, une notion qu'a conceptualisée Mario Bédard, un Québécois, qui s'appelle la notion de géosymbole. Et finalement, la construction du rapport au territoire se fait aussi par la capacité des populations à se réinventer les géosymboles avec lesquels ils vont faire appartenance, ils vont faire un territoire. Et je ne dis pas identité dans mon propos. Donc je voulais juste revenir sur ces points-là pour que vous situiez un peu mieux le propos que je vais rapidement développer sur Saint-Éloi-les-Mines. Donc nous sommes intervenus avec donc, le conseil départemental qui avait donc au sein de son service culture un petit laboratoire d'innovation territoriale, très modeste, 4 personnes en régie interne au département qui devaient animer une forme d'ébullition. Vous avez parlé de jaillissement, c'est exactement ça. Et le conseil départemental, autour des 3 postures professionnelles qu'il a convoquées, a créé ce qu'il a appelé un groupe Cambouis, où il fallait vraiment essayer, tester, bricoler les pratiques créatives. La mission que nous avons eue, c'est de travailler par le rapport qu'avaient les professionnels du social, du territoire, à leur territoire de travail quotidien. Et nous avons travaillé à partir d'une enquête photographique. Nous avons posé un questionnaire et nous avons demandé à des responsables d'EHPAD, à des infirmiers dans les hôpitaux de la métropole clermontoise qui intervenaient sur ce territoire-là, à des assistantes sociales, à des personnels administratifs de structures sociales, de faire des photographies pour répondre à des questions qui avaient trait à leur rapport à l'intercommunalité, à des éléments auxquels ils étaient attachés et dont ils ne pourraient pas se passer. Donc vous avez les questions dans l'article, je n'y reviens pas. On a eu à peu près une quinzaine de personnes qui se sont prêtées à l'exercice. On a eu à peu près 100 photos de recueillies avec des légendes qui expliquent ce qui s'exprime dans le cadre photographique. Et nous avons monté une exposition pour faire tourner cette exposition dans le territoire et comprendre encore un peu mieux quel était ce rapport au territoire et quel pouvait être le rapport de ses habitants à cette future maison de service au public, puisqu'il était question de ça derrière. Cette expo a ensuite donné lieu à un travail avec des personnels de la circonscription d'action sociale du territoire, de construction d'un récit de territoire. Et d'un récit de territoire dans lequel les personnels de cette circonscription ont défini ce qu'elles voulaient mettre dans cette maison de service au public et qu'est-ce qu'elles ne voulaient surtout pas mettre. Et donc nous avons fait un travail d'écriture, un travail de formulation qui est assez simple, assez modeste, mais qui a permis aussi à des agents d'une collectivité qui se posaient des questions finalement sur l'évolution de leur métier avec ce nouvel équipement, comment ils pouvaient se l'approprier, comment ils pouvaient aussi leur permettre de requalifier le métier dans lequel ils évoluaient. Alors, pour terminer, quelques éléments d'enseignement à cette expérience-là. D'abord, mêler des identités professionnelles de professionnels des méthodes de développement territorial, design de service, artistes, chercheurs. La mayonnaise n'est pas si facile que ça à faire prendre. Moi, j'ai été très intéressé par les méthodes de design de service et en même temps très critique sur finalement, et je l'ai mis dans le papier, le fait qu'on a quand même l'impression que le territoire s'exprime uniquement à travers un lieu et que ça peut avoir ses limites. Voilà, première limite. Deuxième élément, il n'est pas toujours facile non plus de faire comprendre les dimensions dont vous avez parlé ce matin, la relation à l'espace, la relation au territoire, la relation au lieu. Ce changement dans les échelles est quelque chose qui est finalement assez difficile à partager entre professionnels ou entre personnes qui ont pour autant des méthodes à construire là-dessus. Deuxième élément, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette approche-là en territoire rural, c'est le fait que l'échelle départementale se pose la question de la restructuration de ses compétences d'intervention sur les territoires ruraux. Alors c'est pas nouveau, et puis je fais pas d'angélisme derrière ça, je sais très bien que
le département s'invente une forme de survie dans la construction de sa posture professionnelle par rapport à la région ou par rapport aux intercommunalités. Un service culture d'un département comme Puy-de-Dôme, c'est 5 personnes. Les intercommunalités qui sont nées de la fusion 2017 ont plus de TP sur la mission culturelle que le service départemental. Donc en termes d'ingénierie, on n'a pas du tout le même point. Pour autant, la démarche de laboratoire, la démarche de créativité qui est impulsée par ces agents est intéressante parce qu'elle permet d'aller sur les territoires avec une modalité d'intervention qui n'est pas uniquement l'action culturelle événementielle, qui n'est pas uniquement la défense des droits culturels, et qui est aussi une forme d'engagement sur comment on peut accompagner dans la proximité des politiques qui soient adaptées et qui soient territorialisées. Et le dernier point, et je m'arrêterai là, il y a derrière cette démarche une démarche qui nous a fait faire des pas en avant et des pas en arrière dans le rapport entre la commune et l'intercommunalité, dans les échelles, dans ce passage des échelles territoriales, où finalement la MSAP, elle restera dans un lieu, à l'échelle d'une commune, et il faudra lui inventer des usages qui auront une nécessité pour l'intercommunalité dans son ensemble. Et les postures à la fois des élus, mais aussi des techniciens ou des directeurs généraux de services des collectivités, a parfois été compliqué à articuler et à harmoniser parce qu'il n'y a pas la même signification, il n'y a pas le même territoire derrière cet équipement de maison de service au public. Et ce qu'on a essayé de montrer, c'est finalement qu'il faut travailler les complémentarités, sans quoi cet équipement-là restera un équipement stigmatisé aux politiques sociales. Je vous remercie. Merci, monsieur. Donc, vous l'avez souligné à nouveau, la création d'un lieu nouveau dans un espace existant a permis à la population de se réapproprier cet espace. Et il n'y a pas de vérité univoque, et c'est ce que Mme Mansour va nous montrer dans un instant, puisque dans le cas de l'exemple qu'elle va prendre, c'est que l'espace existant a été réapproprié sous une nouvelle forme d'animation par sa population et ses acteurs. Et donc c'est intéressant de voir ces diversités d'approches qui montrent que, mais on le savait déjà depuis longtemps et on se l'est confirmé depuis ce matin, qui montrent qu'il faut vraiment être dans une logique adaptative dans tous ces travaux-là. Merci monsieur. Alors, le territoire de la ville de Madia, l'héritage et la création, est un essai d'exploitation du territoire patrimonial de la ville de Madia. Notre intérêt s'oriente vers la nouvelle conception d'espaces, bien sûr, patrimoniaux et des sites et des monuments historiques en Tunisie. Nous cherchons à démontrer comment cette exploitation peut éclaircir la connaissance d'une pratique artistique plus large. Alors, cette intervention s'articule, ou plutôt se préoccupe de deux parties. La première partie concerne le volet de l'ensemble potentiel culturel et touristique de la ville de Madia, et la deuxième partie s'intéresse à la conception d'un événement culturel à la Médina de Madia, intitulé « L'héritage et la création ». Donc, par cette intervention, on peut faire le point à partir d'échanges entre designers, entre conservateurs, sur un certain nombre d'aspects liés à l'identité de la ville de Madia. Cette, bien sûr, exploitation a pour objectif d'explorer l'innovation et la créativité, des projets de valorisation du patrimoine en se référant aux expériences, bien sûr, réussies dans d'autres territoires. Donc, de manière pragmatique, on a posé quelques questionnements concernant cet essai d'exploitation. Donc, la première question, c'est quelles sont les formes d'action et le rapport vécu à la mise en espace de notre territoire patrimonial? Quels sont les modes et les modalités d'utilisation et d'investissement de ce territoire? Comment les artistes vivent-ils la spécificité de ces lieux? Et en quoi les usages transformés de ces espaces vont-ils transformer le paysage culturel de Madia?
Donc, je vais commencer par la présentation du territoire de la Médina de Madia. Donc, comme vous voyez devant vous, une bien sûr ancienne carte de l'enceinte du rempart de la capitale fatimide Madia. Et la deuxième carte qui est devant vous, c'est une carte actuelle. La Médina de Madia, donc un petit aperçu historique. Donc, d'après son nom, la ville porte le témoignage d'un passé florissant et glorieux, puisqu'elle s'agit de l'une des plus importantes capitales musulmanes. Elle fut fondée en 916 par le calife fatimide Obaid Allah al-Mahdi, d'où vient l'appellation Madia. Donc, c'est l'une des plus importantes capitales, donc située géographiquement au Sahel, bien sûr, de la Tunisie, entre la ville moderne qui occupe la partie ouest et la partie est qui constitue la Médina. Donc, la Médina a la forme d'un corps dont la tête est entourée par la mer des trois côtés, appelée Boujeras, qui présente un territoire particulier avec ses dimensions historiques, sociales et culturelles. Alors, cette Médina est connue par une grande diversité architecturale, monuments religieux, militaires, économiques, en passant par des lieux d'habitation. Cette structure se développe du fortin médiéval, c'est l'entrée principale de cette Médina à cette époque, jusqu'à la partie orientale du cimetière Mara. Elle est dotée de fortifications, des tours, des palais, d'une grande mosquée, d'un port intérieur, d'un fort ottoman. Cet héritage est connu par la diversité des méthodes de construction, les différents matériaux de revêtement, les différentes structures architecturales orientales et même occidentales. Un point commun, bien sûr, les ressemblements, bien sûr, c'est leur résistance aux attaques militaires, à l'humidité, à la dureté climatique des côtés et aux épreuves du temps. Alors, les études de cas, bien sûr, voilà, donc la situation actuelle, bien sûr, des grands sites fatimides et ottomans. Donc, comme vous voyez, pratiquement, ils font l'enceinte de la carte de la Médina. Notre étude de cas, donc, ou plutôt notre choix, s'est porté sur deux monuments phares de la ville, le fort ottoman et le Burj, le fortin médiéval, ainsi que trois locaux restaurés par l'association de sauvegarde de la Médina, l'ASM, Zawit Sidi Abslem, c'est un marabout, l'ancienne église, c'est une église et même ancienne synagogue, et la maison laboratoire, l'ancien local de la Médina. Donc voilà, donc la présentation de l'événement, c'est une conception en design espace, gérée par moi-même en tant que concepteur et bien sûr directeur artistique de cet événement. Donc l'événement s'articule pratiquement sur plusieurs activités. La première activité, c'est une exposition artistique contemporaine installée à l'ancienne église. La deuxième, c'est un défilé de mode au sein de Zawit Sidi Abslem, avec une architecture et morphologie architecturale introvertie de la maison traditionnelle. La troisième activité, c'était une performance artistique, une performance mobile, éphémère, qui était interprétée par une artiste contemporaine. Le quatrième programme ou la quatrième activité, c'était un spectacle de jazz oriental installé à la cour extérieure du fort ottoman. Donc, le design intérieur à la scénographie, donc le designer se focalise
pour mieux valoriser l'espace intérieur et extérieur. Un stylisme délibéré des lieux conventionnels pour qu'ils ressemblent à un lieu esthétiquement plus confortable, plus percevant bien sûr que la conception de cet espace suppose un minimum de connaissances ou plutôt une bonne connaissance historique et archéologique. Dans ce contexte, donc, le designer passe par l'histoire, le système structurel et symbolique du lieu et s'adresse à son historique et aux relations avec le système architectural mis en place. Alors, décor, éclairage, musique, nouvelles technologies, installation, donc autant d'éléments indissociables qui constituent d'une part une importance dans la perception de l'œuvre qui, malgré sa complexité, offre le sentiment d'une cohésion parfaite avec des éléments esthétiques. Alors, le projet a engendré plusieurs espaces ouverts et fermés. Voilà donc parmi les mécanismes bien sûr utilisés par le designer, c'était bien sûr les moyens techniques, le décor, les dispositifs d'éclairage, bien sûr, et la musique. Donc ici, on a voulu montrer bien sûr les mécanismes que le designer, le concepteur utilise dans la valorisation de ce territoire. Donc, voilà. Donc, l'impact ici du design, ou plutôt de la conception de ce territoire, donc, intervient dans la Médina à travers plusieurs bien sûr, impacts positifs, à mon sens, et qui s'intervenus sur 3 points principaux. Donc, le projet a engendré des espaces, j'ai dit, ouverts et fermés. La première catégorie comprend les espaces fermés, les activités et d'une façon habituelle le même principe de valorisation d'espace. La deuxième catégorie comprend les espaces ouverts, conçus pour les performances artistiques, qui servent à composer des activités les plus importantes de l'événement. Ces performances évoquent des personnages, un temps et un espace en harmonie avec le thème. Elles traitent un espace important dans l'espace occupé. Comme l'occupation, bien sûr, de chaque performance, la perception change de la même façon. Il existe des règles pour concevoir ces performances. Elles doivent simplement être en concordance avec la nature de l'espace. Voilà donc en fait une petite idée sur la performance des espaces ouverts. Donc la stratégie du design espace implique le fond, la forme ainsi que les attentes du public. L'esthétique, le fonctionnel et les aspects identitaires y sont importants. À partir de cette approche, on distingue 3 caractéristiques pour déterminer la stratégie du designer. Ces caractéristiques, c'est le symbolique, l'esthétique et le fonctionnel. Donc le symbolique, c'est tiré par rapport à l'héritage et bien sûr, et par rapport à la position occupée dans l'événement, permettant au public d'avoir une lecture cohérente du symbolique qui émerge les mouvements de la Médina. Concernant bien sûr la partie fonctionnelle, c'est comment intervenir à l'intérieur de ces espaces, soit ouverts, soit fermés, comment s'intervenir d'une manière fonctionnelle et bien sûr de remplir cette fonction pratique et servir bien sûr de cet intérieur à travers une interprétation du lieu et qui mettre en valeur bien sûr les éléments architecturaux, ou plutôt le décor, ainsi que bien sûr la spécificité de ce lieu. Bien sûr, le dernier point, c'est concernant l'aspect esthétique qui marge le public et les artistes participants, conscients du fait que l'espace patrimonial est conçu pour son architecture somptueuse décorative. Donc, elle constitue pour le public un élément majeur dans sa lecture de l'œuvre. Cependant, le cadre utilisé par l'événement est un effet d'esthétisation pour l'artiste. Alors, donc, je vais conclure pour ne pas étaler beaucoup, bien sûr, l'intervention, parce que j'aimerais bien vous vous diffuser un petit extrait de cet événement pour faire vivre cette expérience. Donc, les enquêtes que nous avons menées auprès des artistes montrent bien qu'ils associent radicalement dans leurs attentes ces 3 formes de C. Des espaces du patrimoine, leur portée symbolique, mais aussi leur portée esthétique et fonctionnelle,
renvoyant à l'expérience qui engage chaque artiste. Nous avons démontré que les savoirs du designer associés à l'agencement de l'espace dessinent une des clés les plus adéquates pour la performance de l'artiste et combien cette conception novatrice est nécessaire dans la valorisation de la médina. Donc notre réflexion a mis en considération la position clé qu'occupe le design en tant que, bien sûr, discipline importante, bien sûr, ou plutôt d'importante, qui ne se limite pas par rapport à la fonctionnalité ou par rapport aussi à l'occupation de l'espace, mais aussi ça peut intervenir dans plusieurs aspects. Donc notre principe était de nous concentrer sur les actions observées en situation réelle et ces investigations, bien sûr, qui ont été ouvertes à de nombreuses réflexions. Alors, ces jeux, donc, ça m'a en fait diffusé plusieurs avantages tels que la rupture des frontières entre les conservateurs et les créateurs, entre bien sûr les spécialistes du patrimoine ainsi que les artistes. Donc ici, on a voulu vraiment un travail de collaboration, un travail pluridisciplinaire qui s'intervient au sein d'un territoire assez particulier. Donc j'aimerais bien vous faire diffuser. Pendant que vous préparez cela, je propose de passer la parole à M. Moreau, parce que vous-même et M. Moreau vous êtes assez pressé de partir pour des raisons de logistique personnelle. Donc, si vous voulez reprendre le micro pendant que, et puis cette vidéo peut se regarder de toute façon off, c'est-à-dire sans son. Et donc, je vous laisse la parole. Ce que je veux dire simplement, c'est par rapport à ce que j'ai entendu là, des différentes interventions, et puis en particulier, toutes les interventions et celles que j'ai pu lire auparavant, puisque j'avais eu les destinations des documents, je les avais lus attentivement. C'est que je m'aperçois que si on se réfère à ce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui, à la notion de créativité, de territoire créatif, notamment dans les collectivités territoriales, ce que vous avez évoqué également, c'est un acte de faire quelque chose de nouveau. Ça peut modifier et transformer beaucoup notre vision des choses. Et à chaque fois, on doit tenir compte de l'histoire, du contexte, de l'environnement, de l'organisation de nos sociétés, de leur territoire, et puis, encore une fois, des principes de gouvernance. C'est très bien été montré dans l'exposé aussi qui a été fait par la collègue de l'Université d'Aix, Marseille-Provence. C'était très bien marqué sur la ruralité aussi, ce qu'expliquait notre collègue de la Caisse des dépôts, où effectivement que je partage, je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre ruralité et urbain, il y a des complémentarités. Néanmoins, pour que ça existe vraiment, au contexte d'ailleurs qui se passe dans l'actualité, c'est qu'il y a un véritable rapport à l'autre, qu'il y a une bonne répartition des services et une reconnaissance de la spécificité de chacun. Et c'est vrai aussi dans les autres interventions. Et quand vous parlez de tolérance, ça ne peut exister que comme ça. La tolérance, c'est pas la complaisance, le laisser faire, laisser aller dans cette affaire. Je crois qu'il faut faire attention à la confusion des mots qu'on a parfois. Et je crois que c'est Confucius qui disait que quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. C'est, je pense, très juste. Et puis, je pense que la créativité, c'est lié aussi à une démarche, en tout cas dans les collectivités territoriales, de par l'expérience que j'en ai, c'est lié à une démarche participative et donc managériale. Il y a quelqu'un qui évoquait que c'était la création de ressources et de valeurs. Je crois que c'est vous. Je pense, moi, c'est une notion fondamentale. Puisque je veux dire aussi, c'est que les deux démarches, les exemples d'innovation locale du territoire rural à Saint-Éloi, des Mides en Auvergne, du MSAP, qui a été mis en place, et l'héritage de la création sur le territoire de la ville de Madia en Tunisie, que vient évoquer notre collègue, démontre que les formes d'action envisageables se fondent sur la tradition, l'espace culturel, qui imprime le devenir du vivre ensemble. Et je crois que dans tout ce qu'on a des démonstrations d'aujourd'hui, sans doute que vous ferez demain, c'est que le culturel aide beaucoup à la création, à la créativité. C'est souvent à partir du culturel qu'on crée les choses. Et c'est aussi le culturel, je l'ai vécu aussi dans la collectivité territoriale, les services culturels parfois sont, on dit bon, sont des originaux, etc. Mais justement parce que parfois c'est des originaux et qu'ils créent, qu'ils font des choses qui sont parfois inattendues, que ça donne un esprit de création et ça donne des idées pour d'autres registres et pour d'autres choses. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, que j'ai remarqué aussi dans la créativité qui peut être faite, c'est que sans doute les collectivités territoriales décentralisées
qui sont le mieux à même d'avoir par la proximité le sens de l'innovation. Je crois que si j'ai un message à faire passer, c'est bien ça. On est un peu dans un sens contraire en ce moment, mais je crois beaucoup au renversement des curseurs. Les choses peuvent aller assez vite par rapport à la nécessité qui fait plus loi que la loi elle-même, surtout aujourd'hui. Je pense que la culture, et je dirais que la créativité, d'abord, ça nécessite le courage de se débarrasser de ses certitudes. Voilà le message que je voudrais faire passer. Je vais m'excuser, je vais être obligé de partir, parce que je dois partir Voilà, on va un peu plus loin. On peut peut-être quand même prendre le temps d'une ou deux questions par courtoisie pour les personnes qui sont à la table. Et puis, effectivement, après, on lèvera la séance. Donc, où M. Chéniaud voulait encore dire quelques mots. Oui, 3 mots de réaction aussi pour remercier les intervenants de nous avoir fait aussi connaître des expériences et puis leurs approches sur ces expériences. Moi, j'ai appris des choses et il y a des choses que j'ai envie de réutiliser d'ailleurs dans ma pratique professionnelle. Et puis, donc je voulais souligner quand même la notion de test et d'aller-retour itératif entre finalement recherche, pratique, niveau de territoire. C'est peut-être le moyen de dépasser les notions top-down et bottom-up dont on entendait parler ce matin. Je crois qu'il faut savoir mettre en place ces logiques d'aller-retour, d'itération. On teste des choses sur le terrain, on remonte pour les comprendre dans le concept, on améliore le concept, on retourne sur le terrain et on teste, etc. etc. Il y a sans doute quelque chose à systématiser là. La notion de croiser les approches, qui me paraît aussi tout à fait importante à travers toutes ces présentations, et le fait que c'est pas facile. C'est-à-dire que ça n'a rien d'évident, et il ne suffit pas de mettre les gens ensemble pour que ça se croise. Il y a toute une logique managériale, comme le disait monsieur là, avant de partir, et une logique d'adaptation à développer autour de ça. Et puis, alors sur l'expérience de la Médina, vous m'avez fait penser à une expérience que moi j'avais vue dans la vallée du Bijou. Donc ça c'est en Ardèche, c'est la communauté de communes Valérieux. Et le Cheylard, voilà, avant ça s'appelait les communautés de communes du Cheylard et des Boutières, mais ils ont fusionné, donc maintenant ils s'appellent Valérieux. Bon bref, en tout cas c'est toujours en Ardèche. Et quand ils font un festival, donc c'est la vallée du bijou, c'est une vallée où il y a vraiment un savoir-faire particulier d'artisanat du bijou. Et quand ils font un festival de musique, ils font un festival qui s'appelle Musique et Or. Et en fait, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est juste que dans tous les lieux où ils font des manifestations musicales, ils mettent en vente, ils présentent les créations de bijoux du territoire. Donc c'était aussi un peu en mode de suggestion. Il y a peut-être une manière d'aller plus loin dans ce que vous faites pour que finalement les initiatives culturelles soient aussi des vecteurs de promotion et d'entraînement pour un certain nombre de productions du territoire, et d'autant plus facilement si c'est des productions plutôt qui relèvent de l'artisanat d'art. Et puis, mobiliser les services culturels sur les politiques de développement, c'est effectivement sans doute quelque chose auquel on ne pense pas suffisamment. Et je serai très vigilant aux opportunités de le faire prochainement. Voilà ce que je voulais souligner. Merci. Merci à vous. Ah, nous avons une question ou un commentaire. Il faut, ouais. Oui, bien sûr, volontiers. Simplement d'abord pour remercier encore une fois l'ensemble des participants pour ces présentations. Et puis, bon, c'est vrai que j'avais une vision strictement économique de l'approche territoriale en tant qu'économiste. Et là, donc, l'approche multiscalaire, multidimensionnelle me permet d'avoir une vision beaucoup plus élargie. Je découvre des choses intéressantes, notamment l'art et la culture, en fait, au service du territoire. Donc, je voulais résumer simplement en disant que la créativité artistique telle qu'on l'avait développée pour cette région de Mahdia est intéressante. Créativité artistique ou aussi l'art de la créativité, parce qu'il faut arriver à cela, au service du territoire. Merci. Merci monsieur, et ça sera le mot de la fin en vous remerciant d'avoir patienté jusqu'à maintenant.